Là, pour l'embouchure, alors l'embouchure, le plus mauvais, c'est le Vendès, là. Là, le Vendès, alors il vient plein du large, là. Alors là, des fois, il y a de la grosse mer, là. Septembre 93. 2 ans après le tournage, je repasse à Port-Saint-Louis. Le vent emporte tout, comme il y a 2 ans, comme toujours. Tout ça avait commencé il y a plusieurs années, à Dar es Salaam, en Tanzanie. J'avais rencontré là-bas Lisiane et Karim. On se racontait nos vies en France. Ils me parlaient du Rhône et de la mer, la Méditerranée. Ils me parlaient de Port-Saint-Louis, la petite ville oubliée où ils avaient grandi, du côté de Marseille. Une ville de dockers, de pêcheurs, une ville entourée d'eau et de marécages, à côté de la zone industrielle de Fos, à l'embouchure du Rhône. Oublier le pays où vous êtes né, c'est pas possible. Seulement quand je suis là-bas, en Grèce, je pense à la France. Et quand je suis en France, ben, je vais aller en Grèce. Cette nuit, il faut vraiment y venir esprit prévenir. Parce que trou perdu, c'est pire que ça. C'est pas un trou perdu, c'est le bout du monde complet. Il n'y a rien. Et je crois que c'est la ville la plus pourrie du monde, complet. Mais j'aime bien être là, parce que... Les gens, pour y venir, il faut que vraiment ils viennent faire un truc spécial ici, sinon ils viennent pas. Quoi. Personne n'y connaît. Oh, tu habites à Port-Saint-Louis, c'est ça. Oh. Bah, à côté de Marseille, à Marseille, ouais. Port-Saint-Louis. Les routes, ils passent pas directement dans la ville. Tu passes à côté, tu rentres pas dans la ville, tu sais même pas qu'il y a une ville. Non, c'est un coin perdu, complet. D'ailleurs, je me demande s'ils sont venus faire un truc là, je sais pas qui c'est qui a voulu faire un pont un jour. Là. Ça devait être perdu complet, on va faire un pont ici.
Plusieurs années après, je suis venu à Port-Saint-Louis. J'ai découvert cette drôle de ville, posée au bord du Rhône, une ville d'exil et son histoire bizarre. Et puis j'ai eu envie de raconter cette histoire, un film qui aurait pu commencer comme ça. Il était une fois des hommes, des immigrants venus creuser un port à l'embouchure du Rhône. L'Italie était venue pour venir travailler ici, quoi. Ça fait s'installer, mais ici, quand ils sont venus ici, il n'y avait rien, il n'y avait pas de maison, celui du Rhône. C'était que marécage, là. Alors, comme m'expliquait ma mère, ils avaient fait le baraque en bois, tu vois, là. Tout en plancher, là. Quand le port a été fait, après pour les bateaux, il a fait docker, lui. Docker, il était. Pas question d'argent, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, hein. Ils vivaient comme ça. Ils attendaient les voiliers qui arrivent. Et même pour aller travailler dans les bateaux, il n'y a pas de route, rien, là. Pour aller travailler, ils mettaient les planchons, tu sais, les endroits pour passer, pour pouvoir aller jusqu'au bateau. Tu te rends compte comment c'était, oh? Il est gagné, il est gagné. Ah, c'est ta première, là. Ce tableau-là représente le Faubourg Ardon jusqu'en 1946. J'ai marqué les noms de tous les habitants qu'il y avait dans la rue et j'ai refait tous les arbres. Ici, c'était un bar. Ici, c'était un marchand d'armes. Ici, c'était la maison de ma grand-mère. Là, c'était encore un bar. Là, c'était une mercerie. Là, c'était un restaurant. Et un grand cabanon en bois après. Ça, c'était un morceau de la rue Jean Jaurès. Là, il y avait la gare. Ici, il y avait deux gros étangs qu'on appelait étangs aux grenouilles, là, au tétard. Plus loin, il y avait les deux prés. Ici, il y avait un bar et deux maisons, et les cités Gauthier. Derrière, c'était un grand étang, le Malabarge. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, c'est tout construit. Maintenant, c'est qu'une maison, c'est qu'une villa, c'est tout construit. Tout le monde se connaissait ici, tout le monde. La rue. On aurait dit comme qu'il y a une fête ici le soir. Et tous les bars étaient pleins avant, hein. C'était le rue Chicago. Mais la rue Ardon, là, c'était la rue des Grecs. Tout le quartier du coin, c'était le quartier arabe. Et chaque chose avait leur bar à eux. Les Arabes, ils avaient leur bar à eux. Et les Grecs, ils avaient leur bar à eux aussi. Et il y avait beaucoup d'Italiens aussi, hein. Alors, ce temps-là, on disait ça le babi.
Je crois que c'est ça la grande originalité de Port-Saint-Louis. Je crois qu'il n'est pas excessif de dire que c'est une ville qui n'aurait jamais dû exister. Le port a existé de par la volonté d'une poignée d'hommes d'affaires qui ont essayé de spéculer, qui ont essayé longtemps de tirer des sous de Port-Saint-Louis. Ils ne sont pas vraiment arrivés. Et finalement, on n'a pas construit de ville. Et la ville a existé par la volonté d'une poignée qui a petit à petit grossi, de volontaires qui se sont accrochés à cet endroit et qui, d'abord parce qu'ils y ont trouvé du travail quand même, parce que certains, le lieu leur a plu, ça leur rappelait peut-être, comme c'était souvent des marginaux, c'était une ville, un lieu marginal, donc ils s'y sentaient à l'aise, et par une espèce de volonté qui les a soudés, qui était de construire une ville envers et contre tout. Ça, je crois qu'on ne comprend pas pour Saint-Louis si on ne sait pas que le but de toute cette population venue obligatoirement d'ailleurs, puisqu'il n'y avait personne, ça a été de construire une ville envers et contre tout, envers Marseille, envers Lyon, envers ce site qui n'est pas un site de construction urbaine classique. Enfin, je crois que vraiment c'est le ciment qui a créé ce lieu si particulier, cette population si particulière. C'était des terrains qui n'étaient pas habités. Il y avait vraisemblablement, au pied de la tour, on sait qu'il y avait un boulanger et il y avait les pilotes qui aidaient les bateaux à passer la barre et à remonter sur Arles. Et sinon, c'était manifestement des cahutes de chasse pour la chasse temporaire. Et on pense qu'il y avait aussi des pêcheurs qui venaient faire une saison dans des cabanes, vraisemblablement au bord de la mer. Voilà, donc voilà ce qu'était Port-Saint-Louis, si on peut dire, enfin le territoire de Port-Saint-Louis, disons, jusqu'en 1850. Fut conçu un projet grandiose, sur une morne plaine battue par les vents, sorte de Far West paludéen, ça et là hanté par quelques manades de chevaux sauvages et de taureaux noirs, au milieu de solitudes désolées, où l'on se sent encore au bout du monde, la seule volonté des hommes créa une embouchure artificielle au Rhône. Ainsi naquit en plein désert Port Saint-Louis, qui emprunta son nom à la dernière des tours Vigie, qui défendait l'estuaire contre les corsaires barbares. On peut imaginer les difficultés qu'il y a eu dans un sol meuble comme il est, avec une malaria endémique, puisqu'on est quand même dans des régions de marais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs rapports de police pendant le chantier où on parle d'hommes de sac et de cordes, parce que de toute façon, on n'avait pu embaucher que ce genre de personnes pour vivre dans un endroit pareil. Et je crois que les conditions de construction ont été très dures. Plusieurs entreprises d'abord ont fait faillite. Ensuite, les conditions humaines étaient très dures. Les gens vivaient dans des cabanes à moitié enterrées, les pieds dans l'eau. Plus on a remué la terre, plus la malaria s'est déclarée. Il y a eu l'épidémie de choléra qui a frappé plusieurs fois. Ça a été un chantier excessivement difficile. Le quai, c'est toujours plein de bateaux. Hein. Tout le tour, c'est qu'une marchandise qu'il y avait. Hein. Tu voyais les marchandises à bloc. Et le matin, là, à 7 h du matin, tu avais tous les sirènes de la ville qui sonnaient. Tu entends toutes les sirènes. Il y a au moins 10-12 usines ici, là. Les 10 usines, tous les matins à 7h moins 5, elles sonnaient pour avertir leurs ouvriers. C'était 7h moins 5. C'était joli à entendre. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Toutes les usines avaient leurs sirènes. Et nous, le quai, c'était une cloche. On avait tous la musette, hein, oh. Et pas de docker sans musette. Hein. Et bien, quand on faisait du riz, on prenait la musette de riz. C'était pas autorisé, mais on ne disait rien. Tu remplissais la musette de riz, tu remplissais la musette de blé, le charbon. On allait sur le quai, on faisait le charbon. On remplissait la musette de charbon. Les patrons nous voyaient, mais ne disaient rien. Donc 2 litres de vin. C'était défendu, mais autorisé. Mais nous, ce qu'on prenait, c'était le manger, tu vois, là. Des lentilles, des pois chiches, des fèves, des haricots, des fois. C'est quand le bateau était fini, on balayait la cale en bas.
qu'elle avait des moulons, tu sais, de lentilles, de pois chiches, tout ça, là. Puis on remplissait la visite là. On ne disait rien, là. C'était presque autorisé, quoi. Au contraire, on balayait pour dire. Hein? Ah, il n'y avait pas de soupe, mais il nous manquait rien, quoi, tu vois. On avait le vin, on avait le manger, on avait tout aussi. Quand tu voulais manger des coquillages, on allait, on faisait des moules, on faisait des clovis, on faisait des oursins. Ça a été plein. Car quand même, ça changeait. Oh, purée. Le problème de Port-Saint-Louis, c'est qu'il est né d'une rivalité manifestement entre Marseille et Lyon. Lyon supportait assez mal avec l'ouverture des colonies. Il y avait une partie du fret qui allait sur Marseille, qui remontait sur Lyon. Lyon supportait assez mal les tarifs marseillais. En plus, non, autre chose que j'étais en train d'oublier, c'est que ce qui pouvait remonter par voie fluviale à partir d'Arles vers Lyon n'a plus été possible à partir du moment où, disons, les techniques de navigation ont changé, les tonnages ont augmenté avec la vapeur. Donc, si vous voulez, ce qui pouvait passer par le Rhône ne passait plus ou passait avec difficulté ou revenait cher. Et puis surtout, il y avait cet éternel problème qu'on essayait de régler depuis Vauban, qui était le passage de la barre du Rhône, qui était quand même un passage assez dangereux, d'autant que, étant donné qu'on est en zone alluviale, les bancs bougent et qu'il fallait quand même de très bons pilotes pour faire remonter les bateaux jusqu'à Arles. Lyon a commencé à essayer d'envisager une autre solution et envisager une ville à l'embouchure du Rhône où on éviterait la barre par un canal et donc qui serait ce que les Marseillais à l'époque appelaient Lyon-sur-Mer et qui a été construit avec une mentalité de comptoir, si vous voulez, un peu de comptoir colonial, puisque de toute façon les hommes d'affaires lyonnais qui sont à l'origine de cette aventure étaient aussi des gens qui étaient liés à l'aventure coloniale, puisque ce sont eux qui ont aménagé la place de Bouffarique et qu'ils étaient liés aussi de façon familiale au creusement du canal de Suez. Quand j'étais minot, j'ai oublié, j'allais au clovis, faire des clovis. Bah, à 14 ans, tu sais, bah, on avait acheté une mobilette. Et pour avoir les sous pour l'essence et tout, le matin, à 5-6 heures du matin, on se levait, on se retrouvait, on allait vers Carteau, là, et allait toute la journée, on revenait à 4-5 heures après-midi, on allait chez les types qui les achetaient. Voilà, tous les jours, on se faisait 30 francs, 40 francs, quoi. C'était formidable, quoi. Si je m'écouterais pas, allez Jamel, je mangerai du Kellogg's extra. Allez Jamel, on continue.
explore, oui, oui. Abaisse-le, toi. La purée d'Ico, j'adore ça. Non, c'est des bons souvenirs. C'était pas un travail. C'est pas comme un travail. C'était, voilà, plus t'en faisais, plus t'avais de sous. Moi, si t'avais pas mis, t'en faisais pas. C'était pour avoir 4 sous pour l'essence. Un mobilière, bon pour la soirée. À l'époque, ils étaient bonnes. Enfin, ils sont toujours bonnes. C'est moins pollué, il n'y avait pas de... C'était pas pareil. Maintenant, c'est réglementé. Les mecs qui sont à la pêche, ils ont des trucs. Bon, tu vois, c'est interdit d'en faire, pour ainsi dire. De faire arrêter les gendarmes, ils t'arrêtent, tu as 10 kilos dans la bagnole, ils te le prennent, ils te le remettent à l'eau, tu n'as pas le droit. Bon, maintenant, il y a des pêcheurs, les mecs, ils en ont fait leur boulot. Les moules, les machins, bon, à cause de ça, ça a été interdit, mais vaut mieux, même. Il y a trop de monde, les mecs qui venaient de n'importe où, allez, des clovis. À tout le monde, je fais 1 kilo pour moi, mais il y a 300 millions de personnes, ils font 1 kilo chacun, ça fait 300 millions de kilos. Et bon, après, ça, c'est pas interdit, tu peux toujours aller en faire, mais tu n'as pas le droit d'en ramasser. Des kilos, quoi. On a traversé les rivières et tout, et on est arrivé sur une baie. Et là, il y avait une barque qui nous attendait. Et lorsque le soir est venu, il y avait 2 lumières qui s'approchaient. On s'est dit, voilà nos frères. Alors mon père, il a commencé à appeler mes frères. Et là, il y a les soldats, c'était les soldats. Ils ont dit, ne bougez pas ou on va tirer. On a commencé à sortir de la baie. Alors, ils ont commencé à nous tirer dessus. Mon père a été blessé au genou. Ça m'a impressionné qu'on nous tirait dessus parce que j'étais allongée au fond et je voyais passer les balles. Et moi, ce qui m'a étonnée à ce moment, c'est que les balles étaient de toutes les couleurs. C'était comme un feu d'artifice, quoi. Après, on a suivi la rivière et par moments, la rivière se séparait en 2. Alors à droite, on entendait les voix des soldats camper pas loin. Alors on a décidé de prendre celle de gauche et on ramait comme ça, c'est ma soeur qui ramait. Mon père avait son frère en Thaïlande. Alors, il nous a aidés à faire les papiers. Après, on nous a mis dans un camp. Et il y avait des gens qui venaient faire des tests pour voir si on est apte à partir dans les pays qu'on voulait, en Australie, France ou USA. Le soir, au Cambodge, en Thaïlande, on voyait la lune pleine, toujours pleine. Il y a toujours plein de lune. Alors, nous, on a tous cru que c'était la France. Bon, on s'est dit, on va s'envoler pour cette planète-là, c'est la France. Donc, ça doit être un pays qui fait beau toute l'année, comme chez nous. Ah, mấy chân? Chợ với Dạ. Hay phụ thợ ấy nữa? bài tiếp tục review mình. Chăng. Hay miếng ấy sọc bài đây. Bài củaគ្នា. Chăng à? Dạ. Hay ra tực trình chăng? Bài tiếp tục với bia lịch là tập tràn nữa. Après qu'on ait passé le test, on a été appelé à venir en France et on a pris l'avion à Bangkok. Là, après, on est arrivé à Créteil. Parce que c'était en plein hiver. Alors moi, je ne savais pas ce que c'est que l'hiver, jamais eu de neige. Et mon beau-frère, il travaillait dans une usine d'acier. Il n'a pas pu supporter, c'est pour ça qu'on est venu ici, parce il pouvait faire pêcheur avec mon cousin. Et puis ils sont tombés à Port-Saint-Louis, puis la pêche, comme ils ont déjà travaillé la pêche au Cambodge, ils se sont dit pourquoi pas la pêche.
Et venir aussi en vacances un peu avant déjà. Bon, on connaissait un peu Port-Saint-Louis. Mais bon, quand je suis venue pendant les vacances, j'aimais pas du tout Port-Saint-Louis. Je sais pas, je suis arrivée, de suite j'ai pas aimé. Et ensuite quand on est venu habiter, moi j'ai pas du tout aimé non plus. Port-Saint-Louis, il n'y a pas grand-chose. Et puis, je sais pas, c'est trop calme. Je commence à m'habituer, mais à aimer, non. Je m'habitue, mais j'aime toujours pas. Je m'appelle Aziz, j'ai 18 ans, ça fait 10 ans, oui, 10 ans ou 11 ans que j'habite là. Je suis venu à l'âge de 7 ans. À 7 ans, j'ai trouvé un quartier où j'habite et que je ne regrette pas d'y habiter. Parce que c'est un quartier qui ressemble un peu à l'endroit où j'habitais, c'est-à-dire au Maroc. Bon, quartier un peu lointain de la ville. Un jour où je suis descendu de voiture, j'ai vu un HLM comme ça, et un couloir. J'ai cru que tout l'HLM était à moi. Je disais, oh, moi j'habite au deuxième, et ainsi de suite. Je regardais par le balcon, il y avait un groupe de jeunes qui jouaient. Je me disais comment je vais faire pour m'incruster. Mais ça s'est fait tout seul, sans poser de questions. J'ai grandi ici, dans un quartier pour celui. Je n'avais pas les mêmes problèmes que maintenant on est grand. On va à l'école, mis à part l'école, on n'a rien à faire. On vient, on arrive, on s'assoit, on discute. Oussine, qui Oussine? Ah, ton frère. Mon frère ou ton frère? Ton frère. Il est passé par là. Attends, Ali, attends. Oh, reviens. Ali. Viens. Ah, t'as pas une porte pour toi? Rien à faire. Je savais dire que oui, non. On me disait une phrase, je leur disais oui. On me disait une autre phrase, je leur dis non. Comme ça me plaisait, je disais oui ou non. Et comme c'était des Arabes, encore une fois, c'est-à-dire on essayait de se comprendre, quoi. Ils nous aidaient, ils nous traduisaient un peu. Et en allant à l'école, pareil. Comment un câlin? J'ai pas besoin de ton câlin, toi. T'es pas beau, toi. Oh, t'es pas beau. Et quand je suis rentré à l'école, je faisais pas du français, je faisais pas des chansons, tout ça, je regardais. Et, je voyais que le prof, il voyait que je perdais du temps. Il fallait que je lui montre quelque chose que je savais faire, même en parlant pas l'arabe, quoi. Les maths, par exemple. Quand je suis arrivé, j'avais un niveau plus haut que ceux qui étaient là. Parce que là-bas, au Maroc, les calculs, tout ça, je sais pas, on a une meilleure façon, je sais pas, d'apprendre les calculs. Je les faisais, et sans parler, quoi. Il m'écrivait, il me disait, est-ce que tu sais faire ça? Moi, comme je voyais, je lui disais oui. Voilà. Et sinon, c'est grâce à eux que, par la suite, je suis dessiné. Parce qu'il me mettait au fond,
Et je dessinais avec une peinture et tout. Et petit à petit, bon, les formes se sont, comment dire, se sont construites. Et maintenant, je dessine quelques petits trucs. J'ai la main, quoi. Viens là, Chili. Regarde, quand j'étais grand, il y a des petits. السلام عليكم. لا ما كانش. لا ما كانش. تحكوا دابا ولا؟ Ah, t'as des photos Bon. Ah ouais, tu l'as développé ou quoi? Ouais. Oui, montré. Bah, à propos, tu vois, des photos de. Bah, celle-là, c'est Karine. C'est ta carte postale qui l'a écrit ou C'est quoi? qui ça Ça Non, ça. C'est qui ça C'est ma femme. Non. Sérieux La femme de. Pour le bouc Non, pour le bouc. Amande. Ah, celle-là, c'est là où je t'ai pris, là. Que je t'ai amené à Amande. Ah, quand j'étais au restaurant. C'est tout, c'est pas classe comme ça tu fais. Avec une cravate là. C'est Amande aussi, ça? Ah, tout est amande là, sauf celle-là, c'est de pour salut. Scandale. C'est un scandale. Parce que tu veux des crabes, dis-moi le. Les nains. Le jour où on m'a donné la carte, j'ai jamais travaillé sur le quai. Le premier jour, je suis arrivé, voilà, j'étais docker, professionnel. Bonjour. C'était notre travail, avec des crochets pointus, des oh, allez, il faut faire ça. Je ne dis pas l'ambiance. Bon, mon père était docker et comme il donnait des cartes, je suis devenu docker. 1er novembre 1977. Bon, parce qu'à l'époque, il manquait des dockers, ils avaient embauché, je sais pas, 200 dockers. Avant, ils ne gagnaient rien du tout, les dockers. Ils étaient payés à coups de lance-pierre. Bon, au début, c'était les fils d'abord. Tout ça, c'était... Parce qu'avant, au début, c'était dur le travail. Le mec, c'était des barriques, des sacs de 100 kilos sur les épaules. Bon, personne ne voulait faire un docker. Pour 10 francs par jour, c'était pas amusant. Après, ils se sont battus, ils ont eu la paye un peu mieux, le travail s'est amélioré, des grues, des machines. Ça a évolué. Bon, après, tout le monde, il voulait faire un docker. Ils étaient mieux payés, ils forçaient moins, c'était plus pareil. Alors, comme tout le monde, il voulait venir là-dedans, et on ne pouvait pas faire rentrer tout le monde. Alors, les mecs, ils ont fait des critères. C'était d'abord les fils, parce que les mecs qui travaillaient, ils voulaient d'abord leurs fils. Après, c'était les gendres. Et il y en a beaucoup, ils ont fait ça, se marier avec des filles de docker pour être docker. Ensuite, ils ont divorcé, ciao. Et bon, après, si éventuellement il en fallait d'autres, pour ici dire le premier qui passait, ben, pour être docker. Moi, quand j'ai commencé, moi,
c'était à la pierre. Le chef d'équipe, par exemple, s'il fallait 16 hommes, il avait 16 pierres. Alors, pour embaucher, c'est l'équipe. Il t'a envoyé la pierre, tu gardais la pierre avec toi, là. Les 16 pierres qu'il avait envoyées, c'était l'équipe. Hein. On partait que lui, on nettoyait que lui. C'était la jungle, là. C'est pas comme maintenant, hein. Ben, en 1943, on faisait beaucoup de phosphate, de caillasse, tu vois. Et là, on était dans les cales, il y avait 4 bennes dans les cales. On était 3 par benne, et il fallait remplir les bennes à la sape, tu vois. C'est comme ça, la sape. On remplissait les bennes à la sape, et chacun son tour, il partait dans la cale, ouais. Il fallait quand ça vienne à moi, pendant que la benne soit pleine, hein. Alors on faisait à peu près 300 tonnes, 400 tonnes de caillasse par jour. Il y a eu des morts, hein, il y en a eu des morts, hein. Mais on a eu un bon Dieu que nous, parce que le travail qu'on faisait, tous les jours, il y a dû y avoir des morts. C'est pas quand on débarquait les billes de bois, les billes là, hein, les billes. Il y avait des 20 tonnes, des billes de 20 tonnes. J'avais vu tomber, moi, des centaines, moi. Tomber, casser les câbles, tomber dans les cales. Tu te rends compte, tous les jours, on devait avoir des morts, hein. Même moi, chef d'équipe, j'avais peur à la fin. Je te jure, je m'en mis sur le parti, j'avais peur. Je suis c'était dangereux le travail, hein. C'est simple, les types, il y avait 8 types dans la cale, tu vois. La palanque de ciment arrivait, elle passait sur eux, hein. Et j'étais obligé de les faire passer sur eux. Et je faisais arrière à côté de eux, toi en bas. Par exemple, le passe vide, je faisais arrière à côté de eux. La palanque est partie comme ça de ciment, tu vois. Elle passait sur eux, obligé de travailler dessous. Elle montait en haut du bateau, et puis elle sortait du bateau. J'étais à la merci d'un câble, d'un truc comme ça, tu vois. Comment je suis venu docker, déjà, c'est par mon père, en fait, qui était docker depuis quelques années, depuis les années 60. Et bon, mais pour être docker, il fallait... c'était plus facile si vous étiez fils de docker ou membre de la famille à l'époque. Et donc c'est parce que mon père était docker que j'ai trouvé que le métier me convenait à cette époque, et donc j'ai fait ce métier, quoi. Et quand on rentrait sur le port, il y avait plein de termes qu'on ne connaissait pas, des tactiques de travail, des manières de travailler qu'on ne connaissait pas, et on arrivait là comme des petits poussets, quoi. Vous charriez un peu? Je nous charriais un peu. Il fallait vraiment... Enfin, alors ils se montraient aussi, ils se montraient vraiment comme étant travailleurs, ils voulaient prouver effectivement leur travail de force, ce qui était vrai. Et je vois par l'exemple par mon père ou par d'autres gens que je connais qui ont vraiment souffert de ce métier, qui était un métier très dur, physiquement. Maintenant, c'est un métier dur? C'est un métier dangereux. C'est un métier où on a besoin quelquefois de force physique, mais pas au sens porter un sac. Mais on a besoin, par exemple, il va y avoir des moments où on doit porter des barres pendant une très courte durée, et être vraiment très rapide, quoi, pour faire ça. Et donc ça peut être difficile, ça peut être... Puis il y a un sens de la responsabilité aussi. Là, là-bas. Après, c'est des caracs de pied, hein. Non, mais l'ambiance dans le travail, par exemple, quand on a apporté un sac à 2 ou à 4 personnes, c'est pas pareil. C'est que si on est autour d'un conteneur qui est une boîte carrée, c'est pas pareil. Il n'y a pas la relation avec la matière, avec l'odeur, avec la poussière, avec les sacs qui se trouvent, avec des... c'est pas pareil. Au niveau de la force et tout ça, il y a une solidarité dont on avait... qui était très évidente à cette époque, qui était vraiment évidente, qui était du corps à corps, quoi, qui était très physique, qui était d'homme à homme, à un niveau physique sensoriel, qui existe moins maintenant, mais qui existe toujours un peu à cause de la tradition.
premier conteneur, c'est-à-dire la Darse 2, a fait son apparition dans les années 74. Et bon, mais donc ça faisait 7 ans que ça existait lorsque je suis rentré, en 81. Et bon, il y avait pas mal de travail en 81 au niveau des Darse 2 et de la Darse 2 en fait. Et d'une autre Darse, mais où il y avait quelques conteneurs, mais pas tout le temps. Est-ce qu'il t'arrive encore d'aller travailler sur le quai là-bas? Ben là c'est terminé, hein. On est en 1991 et il y a un projet de restructuration du port. Et c'est terminé quoi. Depuis quelques années, il n'y a plus de bateaux qui viennent sur le port de Port-Saint-Louis. Parce qu'il y a encore des grues dans le canal avec des tas de charbon un peu. C'était un quai qui était destiné dans les dernières années, c'est-à-dire dans les années, je crois que c'est vers les années 87-88, où il y avait encore ce qu'on appelle du divers, où il y avait donc des tuyaux, il y avait un petit peu avant des billes de bois en provenance d'Afrique, mais tous ces marchés se sont effondrés, et puis les usines de bois de Port-Saint-Louis ont arrêté, ont coulé, et donc il n'y a plus d'exportation, plus d'importation, il n'y a plus rien. Avant, quand je venais à Chine, j'avais une benne d'1 tonne. Et quand on faisait mirailler, c'était des bennes de 20 tonnes qu'on avait. On avait peur même au début, on était surpris de nous voir des choses comme ça. On avait des avions dans la cale. J'avais peur. Quand il fallait parler dans Taki-Waki, là, on n'osait pas parler là. Et pourtant, il fallait se mener que par ça, là, les bateaux synchro. Parce qu'avant, il fallait des bateaux, les Marie-Louise, de 700 tonnes, tu vois, à peu près. Tant tu as des bateaux 50 000, 60 000 tonnes. Alors, comment ça fait? Ça fait au moins 40, 30 bateaux d'avant. C'est tout mécanique maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était tout à la main. Et puis, un coup était jaune, un coup était vert, un coup était noir. Jamais rentrer à la maison propre ou blanc. C'est-à-dire que maintenant, ils viennent avec la cravate, ils viennent travailler maintenant. Il fallait accrocher des câbles et tout. Maintenant, tu arrives, c'est tout un système automatique. Tu mets personne presque, c'est pareil. Les conteneurs, je sais les numéros, il y a des numéros dessus. C'est par ordinateur, des numéros, ils sont rouges, verts, bleus, et c'est tout. Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pas marqué dessous. Les jours, ce soit il n'y aura plus personne dans le portique, c'est tout automatique. À l'an 2000, mais j'y crois pas. Mais... Bon, quand je suis arrivé, c'était pas vraiment dur, mais c'était quand même porter des sacs sur le dos, des machins, c'est le bateau, c'était tout à la main. C'était assez dur, quoi, quand même. Il fallait bouger. Maintenant, tu arrives, enfin, c'est plus le même travail. Les engins, les ci, les là, l'ordinateur. Oh, mais t'as ils ont de belles billes de docker, hein. Attention, hein. S'ils revenaient 3 jours comme avant, là, je suis sûr que les 3 quarts, ils s'en moniquaient. Il n'y en a pas un qui tiendrait. Je dis pas qu'à la longue, ils ne le feraient pas, ils viendraient comme nous après, hein, en s'y faisant. Attaquer de suite, hein, il n'y en a pas un qui tient. Ici, le port, c'était que ça, hein, que Cambalé, la caillasse et tout. Toute ma vie, j'ai Cambalé.
Il n'y avait pas le salaire de garantie, ça n'existait pas, ça. Hein. Là, on a bataillé au moment pour l'avoir. Hein. Là, on s'est battu de 3, 4, 5 ans, on s'est battu pour avoir touché le salaire de garantie. Puis on a réussi à l'avoir, ça fait qu'on touchait une indemnisation. Quand on ne travaillait pas, on avait un pointage et on touchait de garantie. On avait tant par an de jours. Surtout là, le port, c'était que ça avant. Je crois que c'était que des grèves, des batailles, je crois. Hein. On s'est battu tout le temps. Même pour le vin, on s'est battu. Oui, oui, on avait un syndicat quand même. Le syndicat CGT sur le port, c'était que la CGT qui avait. Elle était sévère. Hein. Et quand on avait tort, c'était pas un laisser aller, c'était le syndicat qui avait. Je ne veux pas dire que le temps n'est pas bon. Hein. Heureusement qu'il y a eu le syndicat sur le port, hein, quand même. S'ils sont bien comme ils sont, c'est grâce au syndicat. Hein. Mais si on faisait des bêtises, on nous le reprochait. Moi, une fois, j'étais mis 3 jours à pied. Le syndicat m'a mis 3 jours à pied. Hein. En question, la loi du 6 septembre 1947, toujours en vigueur, qui garantit une indemnité aux dockers pour les jours non travaillés et que la Fédération des ports et docks craignait voir supprimée. C'est pour cette raison qu'ils étaient descendus dans les rues de Paris il y a 3 semaines. Réponse de Jean-Yves Le Drian, les dockers ne seront plus payés à la journée, mais mensualisés. On ne supprime pas la loi, on la modifie. Reste à savoir maintenant comment réagir à la CGT, puisqu'un des effets secondaires de la mensualisation des dockers pourrait être la disparition du monopole d'embauche que le syndicat détenait jusqu'à présent. Que dans le cadre de l'action nationale que nous menons aujourd'hui à la tête de notre fédération pour la défense de notre statut, la loi du 6 septembre 1947, le travail s'arrêtera ce soir à l'issue du S2, ce qui revient à dire que nous supprimons sur l'ensemble du port le S3 de ce soir, S1 et S2 de jeudi. Je soutiens les mouvements de grève quand même. Ça m'évite de travailler un jour. Enfin, on est resté un moment de 3 mois, 3 ou 4 mois. Soi-disant, on avait gagné. Je sais pas ce qu'on a gagné. Vous les avez vus quand ils les ont enlevés, les rails? Eh oui, maintenant là, pas longtemps, hein. Ça fait mal au cœur d'avoir enlevé ça, hein. Le travail qu'on a fait là, dire oh là là. Tu as vu les quais là? Vous pouvez faire tous ces rails. Tu as vu le personnel qu'il y a? Ils sont 4. 4. Il y en a un à la benne pour relever les rails. Il y en a 2 qui soudent. Il y a un camion, écoute-moi, et le chauffeur, il charge le camion. Un type, ça fait 4 types. À 4 types, tu enlèves des tonnes de rails. Qu'avant, il fallait au moins 500 types là au moins. Eh oui. Tel autre quartier qui rappelle la zone des anciens fortifs de Paris touche au Marais Salant. Il y a même à Port-Saint-Louis un village nègre où les cases sont construites avec une totale négligence de tout plan préconçu. Toutes les races ont contribué à la formation de cette population qui a été recrutée sous tous les climats. Une importante colonie grecque habite le faubourg Ardon, qui porte le nom d'un des premiers pionniers du port, auquel sa réalisation est due pour une grande part. À Port-Saint-Louis, le port de plaisance est aujourd'hui terminé. Après des mois de conflit, le statut des dockers est sérieusement ébréché. Certains dockers travaillent toujours sous le statut de la loi de 47, mais la plupart sont désormais employés en entreprise. D'autres ont accepté le plan social, c'est-à-dire quelques briques pour être au chômage et des stages.
Voilà, c'est une maquette que j'ai faite qui représente la portion du Rhône à l'an 2000. Ici, vous avez le bassin avec son écluse qui existe. Là-bas, ce serait la nouvelle écluse du trafic du Rhône au Rhin. Les bateaux, les barges passeraient par ce nouveau canal et partiraient à la mer. Ici, vous avez le port Avry. Et là-bas, sur la digue du phare, il y a encore un port Avry de 1000 bateaux. Ça fait 2000 bateaux à quai, là.